Salut tout le monde. Allez, c'est parti pour la Curious News. Aujourd'hui ou demain, de toute façon, une fois par semaine, je vous donne des nouvelles de l'IA, mais orientées code, pas l'IA globale. Je vous donne des nouvelles du code, et oui, quand même, on est passionné de code ici. Et je vous donne des nouvelles un peu de ce qui est autour du code. Alors, je vais commencer par Anders Elschberg. Je sais pas comment ça se prononce, et désolé si j'ai fait une faute de prononciation. Alors, qu'est-ce qu'il a à voir dans cette histoire? Vous savez sans doute que c'est le créateur du framework.NET, quoi. Il fait partie des créateurs, hein, c'est l'acteur principal. Vous savez, je lis très bien la Wikipédia, hein, mais je dois connaître mes classiques. Il a aussi fait partie de la team C Sharp, c'est un des créateurs du C Sharp et aussi du projet TypeScript. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit voilà quelques temps? Vous en avez peut-être entendu parler, non? Regardez, c'est ici, c'est une annonce qui est sortie le 14 mars dernier, donc il y a 4 jours. Et il a annoncé que le TypeScript donc, avait un problème de performance. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez vécu, je ne sais pas si vous l'aviez ressenti, mais clairement, il y aurait un problème de performance. Et donc, Anders a cherché à travailler pour optimiser ça. Donc, la prochaine révision, c'est la 5.9. Et va passer à 6 qui introduira quelques dépréciations et ruptures pour s'aligner sur la code base du code natif. Et donc après, on passera sur la TypeScript 7. Il nous parle déjà de la 7. Et donc vous avez sans doute entendu parler de ça. TypeScript va passer en, oui, vous l'avez bien, en Go. Alors, c'est pas qu'on va coder en Go, nous, c'est que ça va être codé en Go. Hein, TypeScript avant était codé en TypeScript. Et il y avait une réflexion que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre sur le fait qu'ils n'ont pas suivi l'utilisation de ce qu'ils revendiquent un peu partout. Je vous en avais d'ailleurs parlé de ça dans une des Curious News sur le Rust. Pourquoi ils ne sont pas partis sur le Rust? Alors, ils ont justifié ça, hein, le Rust, ici sur Reddit d'ailleurs, ils ont fait tout un blabla. Donc là, c'est Ryan Canavo qui en a parlé. Beaucoup de questions ont été adressées. Pourquoi on a choisi le Go plutôt que de choisir le Rust? Alors, c'est une histoire de portabilité. Hein, c'est une histoire de portabilité, c'est une histoire aussi de... ils ont préféré vraiment la partie portabilité plutôt que la partie performance, même si la performance en soi est très intéressante. Je vous mets la traduction de ce qui a été fait. Hein. Ils savaient que cette décision serait questionnée, c'est sûr et certain. Cependant, leur principal critère était la portabilité, pouvoir recréer un code similaire à l'existant. Et ils ont cherché donc tout ce qui est performance et ergonomie. Et ils voulaient aussi avoir la nécessité de gérer eux-mêmes leur ramasse-miettes. Et la possibilité des solutions nécessitant trop de code, unsafe et Rust n'offre pas de primitifs facilitant un portage ergonomique. Donc de choses présentées alors, tout écrit en Rust, un process qui pourrait durer plusieurs années. Et en plus, c'était une version incompatible de TypeScript, ou faire un portage en Go, réalisable en environ 1 an. Et donc il y a une vraie portabilité, compatibilité. Et c'est pour ça que Go a été choisi. Leur implémentation atteint de bonnes performances sans nécessité de code unsafe. Et c'est pour ça qu'ils ont gardé. Donc du coup, Go. Ça fait un peu jaser, mais voilà, c'est des choix qui ont été réfléchis et qui n'ont pas été juste comme ça au doigt levé. Hein. Donc je trouve ça intéressant de voir que Microsoft est capable aussi de se poser des questions là-dessus. Ok. Bon, ça c'était la première news. La deuxième news, c'est... je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un petit short là-dessus. Il y a Angular qui a décidé de changer un peu. Alors, je sais pas si en bien ou en mal. J'ai pas tellement envie d'amener de débat là sur ça, même si on pourrait en débattre ensemble pendant de longues années. Bon là on le voit pas, c'est pas encore bien sorti. Mais quand on va voir sur la code base en fait de Angular, on voit que ça y est, il nous parle du ng HTML. Donc ça y est, c'est parti. En fait, les templates de Angular vont maintenant être en .ng.html. Donc ça va arriver pour l'Angular 20, hein, c'est prévu. Et donc ils ont prévu vraiment de le mettre en place. Vous voyez ici avec la partie ressources, même c'est pris en compte. Non, pas ça. Et ils l'ont remarqué en plusieurs parties. Donc ils avaient fait, en fait, il y a une PR qui est sortie là-dessus. Vous voyez, même les tests NG, c'est déjà en cours. Donc ça y est, c'est pour suivre la nouvelle guideline, en fait, le nouveau guide de mise en place, hein, de Angular. Et donc ça a été proposé. Donc cette guideline. Tiens, je vais voir si c'est sorti. Guideline NG HTML. Alors, on va voir s'ils l'ont mise à jour. Je sais qu'ils avaient décidé de la mettre à jour ces derniers temps. Il faut voir si c'est ng.html. Est-ce que c'est encore... Non, c'est pas encore présent. Vous voyez, il y a encore des choses qui changent un peu. Là, on voit qu'il y a autrement le choix de faire tout en un seul
en un seul composant, hein. Il y en a qui aiment bien le single component file. Pourquoi pas? Moi, personnellement, je suis pas pour, puisqu'en plus, d'ailleurs, on voit souvent du template, mais pas du CSS. À ce moment-là, tout mettre dans le même, je dirais, dans le même fichier, ça éviterait aussi de switcher de l'un à l'autre. Pourquoi le CSS d'un côté? Pourquoi le HTML dans le template? Pour moi, c'est soit l'un, soit l'autre. Même si on peut allier les deux, bon, je trouve que c'est jongler pour pas grand-chose. En tout cas, c'est un choix, en fait, aujourd'hui, qui existe aujourd'hui, depuis les débuts d'Angular, en fait, hein. Même si Angular essaie pas mal de pousser sur un fichier, une responsabilité, ce qui est pour moi à peu près plus logique, on le retrouve un peu moins. Par exemple, dans Vue, il n'y a pas trop ça. Dans Blazor, il n'y a pas tout ça non plus. Ça fait bizarre, hein, les premières fois quand... En tout cas, moi, personnellement, quand je suis habitué à ça, ça fait assez bizarre. Après, c'est qu'une question d'habitude et d'orientation, hein. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il revendique maintenant et qui va arriver normalement Angular 20. Donc, il y en a qui disent, ouf, j'avais questionné ça sur LinkedIn, ils disaient, ouf, moi, vu que je suis tout le temps sur de single file component, c'est cool, j'ai pas besoin de me prendre la tête avec ça, ouais, c'est vrai, mais on va essayer de voir aussi quel est le choix vraiment derrière, à part juste suivre une guideline. En fait, c'est pour éviter la confusion avec un point HTML normal, voilà. Même si vous savez que le HTML ne sert pas, vraiment, c'est pas que du HTML, en fait, c'est réécrit en point de JS, en fait, hein. C'est pas en point .js, c'est que c'est tout réécrit en JS. Ce n'est qu'un moyen pour écrire, c'est une surcouche pour nous faciliter la vie en tant que développeur. Voilà, ça c'était le premier point. Il y a un deuxième point qui est sorti autour du code qui a fait réfléchir. Je vous en ai parlé il y a un long moment de ça. Hein, c'est la CLI maintenant va introduire une nouvelle façon d'écrire les SLN, les fichiers SLN. Ça sera SLNX. Ça a été pris en compte. La SLNX, on pouvait déjà la créer avec la 9.0, hein, mais la 9.2 maintenant va être à prendre en compte. Alors attendez, j'ai enlevé les notifs. Je pensais les avoir enlevés. Je vais même fermer, je pense que ça sera pas mal. Voilà. Ok. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir aller migrer notre SLN vers cette nouvelle version. Et donc la 9.0.200. Donc on va aller voir, moi je suis en quoi? CMD, on va tester ça. .NET list-sdk. Voilà, je suis à 9.0.201, ça tombe bien. Donc on va tester ça, ça peut être sympa, je ne l'ai jamais fait. On va prendre un projet et on va tester ça. Donc on va faire New SLN. Voilà. Et New Console. Ok, on va aller voir. Ah, donc vous voyez ce projet-là. Et on va le faire en live. Non, je vais m'ouvrir un petit... s'il veut bien se charger. Allez. Toujours mon disque dur qui dort. Voilà, c'est bon, tu te démarres. On dirait pas, hein, mais j'ai vraiment fait la demande. Voilà. Ok, on va aller voir sur travail rapide, TMP. Voilà, on va faire .NET ici. Et on va faire ici... Ouais. Bon, je vais enlever, mais c'est pas grave. .NET Past. D'accord, super. Voilà, on va faire .NET New avec le name. J'avais fait project la dernière fois, mais c'est le name. Je m'étais juste trompé. Ok, j'espère que la place, oui, c'est bon, il va falloir changer. Donc là, on va créer notre projet. Ok, c'est un projet console, hein, simple, hein, CLI. On va regarder là-dedans. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. Bah oui, là, c'est sûr, il n'y a pas. Donc on va aller rajouter notre SLN. Voilà. Ah non, la coco. Voilà. On pourrait le faire avec ES, hein, ça ferait pareil. Ok, ça y est, on a un SLN. Si on regarde le SLN, voilà, si on regarde le SLN, on l'ouvre avec un notepad, avec un VS Code, avec ce que vous voulez. Vous voyez, on a un format qui date depuis les débuts, même si en version 17 maintenant, mais je veux dire, c'est un format qui est connu, si vous avez déjà ouvert ça, si vous avez déjà suivi une formation que je donne autour de Visual Studio et de .NET. Donc là, en fait, on va tenter de le faire. On va faire un .NET SLN Migrate. Donc c'est un SLNX, c'est comme sympa. Ok, on va se mettre là, on va faire past. Ok. Voilà, on a le SNLX qui a été généré. Un grade fichier SNLX.NET SNLX a été généré. Oui, ça c'est bizarre d'ailleurs. Donc il nous garde notre SLN. On va regarder ça. Ah, ok. Je pensais l'avoir enlevé, c'est pas grave. Ici, d'accord, on a solution.
C'est pas mal. Bah oui, donc dans SLN, il n'y a pas grand-chose. Et là, en fait, il a juste rajouté ça, et vu que mon projet, il n'y était pas, c'est normal. Ok. Et du coup, maintenant, on va pouvoir faire .NET Build. Alors, attendez, je vais enlever ça parce que ça papote pas mal. C'est pas trop ce que j'ai envie là maintenant. Bon, il veut pas, c'est pas grave. Ok, on verra ça plus tard. Bon, voilà. Et donc, bah, vous voyez, on a la possibilité maintenant de rajouter, puis ça va se mettre en lecture ben, en XML. Alors, la question à se poser aujourd'hui, qu'on peut se poser, hein, c'est pourquoi le XML, hein? Alors, parce que le CS Proj est en XML. Ah, déjà, on peut se dire, il était temps. Le deuxième point, en fait, qu'on peut se poser la question, c'est ben, pourquoi pas du YAML? Puisqu'aujourd'hui, le YAML, c'est un peu ce qu'on trouve beaucoup. Ça peut être une question. Ou du JSON. Hmm, c'est une question, hein. Bon, en tout cas, c'est de raccord avec toute la partie bien ce qu'on peut avoir dans le CS Proj. Donc ça, je dirais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon. Les Visual Studio vont le prendre en compte. On va pouvoir activer ça sur le DevKit si vous le voulez. Voilà, tout va être mis en compte, pris en compte. Rider aussi l'a prévu. C'est en train d'arriver. Voilà. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin? C'est pas une super grande nouveauté. C'est juste pour amener plus de lisibilité dans l'écriture de notre SLN quand on veut travailler dessus. Ok. Alors, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur Angular? Alors, bah, tiens, j'ai découvert une petite librairie là. Parce que je sais pas si vous savez, j'en avais parlé la dernière fois. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Alors, c'est un vrai questionnement. C'est est-ce que les animations ne seraient pas en train de partir d'Angular? Et donc, il y a NGVerse qui propose toute une partie animation library, hein, et qui va permettre de faire des animations. Il en existe d'autres, hein, comme Animate CSS, si vous connaissez. Voilà, tout c'est très joli. On peut en voir plein de petites animations comme ça qui sont jolies. Eh bien, sachez que bah, il y a la motion qui est arrivé. Donc, on prend toutes les animations populaires dans l'écosystème d'Angular, en fait. Donc, vous voyez, vous allez juste à l'intégrer, puis vous voyez ici, avec Animation, vous pouvez mettre vos animations là-dedans, et donc elles sont reconnues avec les animations. C'est pas mal, non? Donc, c'est lié à des natives Angular, puis ça rajoute du supplémentaire. Donc, ça, c'est pas mal. C'est une bonne idée. Et donc, voilà, si ça vous intéresse, allez tester, hein. C'est vrai que je fais moins d'infos là-dessus, sur tout ce qui va être animation. Mais ça peut être sympa pour mettre des effets assez agréables sur vos composants. Ok. Alors qu'est-ce qu'on continue? On continue sur la découverte. La découverte, maintenant, deuxième pan de la Curious News. Bah oui, la curiosité, ça amène aussi des découvertes. Alors quelque chose que vous connaissez peut-être, mais moi que j'ai encore jamais testé. Ça fait partie des choses que j'ai envie d'aller tester. C'est Graphite. Alors Graphite, c'est le nom de mon chat, on s'en fout. Mais voilà, ça m'a fait bizarre de le voir. Ah, parce qu'il est de couleur grise, hein. Et ici, ben voilà, il y a The High Developer Productivity Platform. Ça aide, donc ça aide tout ce qui est GitHub à aller vraiment développer plus vite. Et on va pouvoir bah, en fait développer grâce à une CLI. Hein, donc on va pouvoir les développer grâce à une CLI. Regardez les fonctionnalités. Donc il y a la CLI Graphite qui est là. Donc vous allez voir, je vais vous le montrer après. On a les pull requests et donc c'est connecté à GitHub. Hein, si pour aller plus vite et ça va pouvoir automatiser. Donc vous voyez ici, on va pouvoir aller lancer voilà un git create. Donc c'est comme Git mais c'est GT maintenant. Un GT create avec la possibilité d'aller commit directement. Vous voyez ici, on va pouvoir avoir la possibilité de créer le commit. On va pouvoir voir les git logs, c'est beaucoup plus visuel. Des choses comme ça qui vont nous faciliter le travail. On va avoir toute une partie suivi et amélioration de tout ce qui va être PR. Hein, vous voyez, avec une interface qui est plus élaborée de ce qu'on peut trouver sur GitHub, par exemple. Bon, il y en a toujours un de plus qui est toujours mieux, hein. On va pouvoir avoir donc toute une partie assistance, donc ils appellent ça Diamond, donc les diamants, hein, qui vont être, pouvoir nous assister dans ce qu'on est en train de donc mettre en place du côté code. Donc en gros, c'est des reviewers, hein, qui vont nous permettre de faciliter. Donc, on va pouvoir le mettre en place aussi. On a des graphiques qui sont sympas, etc. On a toute une partie infra. C'est joli tout plein. Le point qu'on peut se poser comme question, ben, combien ça coûte? Combien ça coûte? Ben, ça coûte gratos quand on est sur tout ce qui est gratuit, hein, tout ce qui est connecté. Et après, dès qu'on est une petite équipe, vous voyez, c'est 25 € par place, hein, donc par personne, par compte, hein. Donc ça peut vite monter. Moi, j'ai vécu ça il n'y a pas longtemps avec Cursor. Voilà, donc petite découverte. Et il y a une autre découverte que j'ai eue, alors ça m'a surpris, je me dis tiens, mais comme quoi, de toute façon, c'est comme les langues dont on parle, j'ai appris qu'il y avait plus de 7000 langues. Eh bien là, on va avoir un langage qui s'appelle Zig. Je ne sais pas si vous connaissez Zig comme langage. Zig, Z-I-G.
C'est assez sympa. Moi, je ne le connaissais pas. Voilà, c'était un langage qui veut remplacer, quoi, qui remplace pas du tout, mais qui veut être à côté du C. Alors, à l'ère de l'IA, où on va utiliser des langages assez bas niveau, ou haut niveau, avec Python, bon, c'est un peu des deux, eh bien, Zig est en train de monter Voilà, il y a une petite hype en ce moment. Tiens, je vais aller voir la Google Trends là-dessus. Je ne l'ai pas testé, ça. Google Trends, ça se trouve, il n'y a pas du tout de hype et ils en parlent, mais ça peut être sympa. On va taper Zig. Pourquoi Nicolas Sarkozy? Mais je m'en balèque total. Je cherche jamais ça. Zig, est-ce qu'il va le trouver? Zig, je sais pas s'il va trouver les recherches du web. Ouais, d'accord, super. On va mettre plutôt États-Unis, tous les pays. Voilà, Zig, 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 ouais. Je pense pas que c'est vraiment ça. Zig, langage, voilà. Bon, vous voyez, et si on prend de 2004 à ce jour. Ah ouais, si, hey, il y a une hype qui est en train d'arriver. Hein, bon, elle redescend un peu, mais comme d'hab, on est en phase de croissance. Hein. On est sur une courbe montante de notre Zig. Zig a été créé quand? Tiens, d'ailleurs, ça, je ne l'avais pas regardé. Zig a été créé quand? Introduction. Zig is a general purpose. Alors, Zig, 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 Zig. Zig. Bon, Wiki, ça va être bon. Hein. Wiki. Wikipédia, Zig Language. 2015, sa première version. Et si on regarde là, on est à 2004. Bon, je pense qu'il y a une différence. Et voilà, là, on a la base. Et puis après, là, il y a une hype qui monte sur la partie Zig. Alors, pourquoi je vous en parle? C'est que nous avons un médium qui a été posé, qui dit, en gros, voilà. Pourquoi? Bah, c'est bien d'être un développeur Zig. Bah, parce qu'on gagne de la thune. Parce qu'en fait, en gros, il y a une petite niche et on peut, voilà, on peut gagner jusqu'à 159 000 dollars par an et 100 000 en moyenne. Alors, on va dire environ, c'est ce qui se passe là-bas hein, du côté dev. Aux États-Unis, c'est clairement des montants qu'ils peuvent avoir. Si vous avez entendu parler de Bune aussi, bah, pensez là-dessus. Ok, donc c'est assez intéressant. En plus, vu que c'est pas très connu, bah, il suffit que vous alliez dessus. Et bah, comme dans toute niche, hein, c'est un choix, c'est un risque. C'est un peu comme Ruby on Rails, il fut un temps en France, même il n'est pas resté très très longtemps. Il y a encore des devs Ruby on Rails, un clin d'œil à certaines personnes que je connais, avec qui je travaille actuellement. Mais aujourd'hui, c'est devenu une niche aussi. Donc pareil, bah, ça peut être intéressant d'aller vers là. Moi, je dis pas que c'est la meilleure des choses. Hein. Je dis juste que c'est une question à se poser. Et bah, ça m'avait amené cette curiosité. Puisque bah, en fait, le site compiler, il peut aussi exécuter des LLM entiers en fait. Hein. Donc il peut vraiment aller loin en fait dans la mise en place. Donc à voir comment c'est utilisé. Puisqu'on peut utiliser aussi des projets CC++ hein, grâce à Zig. Donc ça peut être intéressant de se dire que bah, on peut aller vers là pour aller monter en compétences ou en tout cas gagner de l'argent. À vous de vous faire un avis. Ben, tiens, allons voir ce Zig. Alors, personnellement, c'est pas là où j'irai aujourd'hui, mais moi j'irai plus vers Rust en ce moment. Mais c'est sûr que c'est une question à se poser comme langage. Ok, voilà les nouveautés. On avait parlé donc d'Angular, de .NET, de Zig, de la découverte de Graphite. Eh bien, on a parlé de TypeScript aussi. Hein, on a parlé de TypeScript aussi, c'était intéressant de voir cette nouveauté, ce changement-là. Et puis maintenant, on va faire la petite news, bah, comme d'hab, hein, autour de l'intelligence artificielle. Alors, non pas que j'ai envie de surfer là-dessus, c'est simplement se poser la question, nous, en tant que dev, qu'est-ce qu'on vit en tant que dev et comment on va le vivre hein, chaque fois que ça avance. Alors, on va essayer de détricoter un peu ce qui se passe dans le monde de l'IA aujourd'hui. Vous savez que l'IA, c'est quasiment ce qui est le plus actif aujourd'hui. On l'a remarqué depuis de nombreuses années. C'est encore en accélération. On va aller voir quoi? On va aller voir OpenAI, hein, qui a également lancé un agent SDK. Donc, ils en parlent ici dans les Informatic News. Et ça, ça peut être sympa à voir. Donc OpenAI est en train de vraiment d'essayer de proposer toute une nouvelle API pour aller requêter toute la partie IA. Il y a les agents SDK avec des orchestreurs multi-agents qui sont en train de se proposer là. C'est qu'un début par contre, et je vous en avais déjà parlé, l'IA agentique. Salut! Salut, ça va? L'IA agentique, clairement, aujourd'hui, c'est une question à se poser, puisque bah, vous voyez que les résultats sont très très loin d'être parfaits. Hein, on le voit ici, sont très loin d'être parfaits, voire même très loin d'être fiables. Oui, clairement. Hein, c'est un peu ce on vivait au début de l'IA, et là, on le vit ici avec les agentiques.
Les outils de recherche web commettent des erreurs factuelles dans environ 10% des cas. Alors vous allez voir que c'est même beaucoup plus que ça. Et un taux de réussite même allant que 38%. Donc on va espérer que ça va augmenter ou pas. Moi, je me dis, quel est l'intérêt? Bon, voilà. Salut, Coding Croissant. Et donc, c'est vraiment des questions à se poser aujourd'hui sur ça. Alors, je vais rebondir là-dessus. Puisqu'en fait, il y a eu d'autres points sur les numériques.com qui en parlent, des résultats catastrophiques. Alors, numérique, alors, pour gagner du temps, je vais aller directement sur le lien, je l'avais gardé là. Et on voit quoi? On voit qu'il parle de résultats catastrophiques. Alors, c'était le 14 mars dernier, vous voyez, c'est les 4 jours. Oui, ça va, impec, plein de news, c'est toujours ça intéressant. C'est celle de la news de la semaine, donc c'est super intéressant de voir autour de l'IA. On a quand même échoué à fournir des citations correctes dans 60% des cas quand on est en train de travailler sur les moteurs de recherche IA. Donc tous les moteurs de recherche de type Perplexity, Gemini, ChatGPT, TTT, je fais exprès, un taux d'erreur en moyenne supérieur à 60%. Sinon, j'ai manqué quelque chose. Alors oui, tu peux avoir manqué, c'est autour des news. Donc j'ai parlé de .NET, j'ai parlé de Angular, j'ai parlé de Graphite, j'ai parlé de Zig. Voilà. Je sais pas si tu as manqué quelque chose, tu diras. Ouais, je stream sur un écran ultra wide, tiens, pour une fois, ouais. Ouais. Ouais, carrément. Et clairement, on a aujourd'hui des questions à se poser là-dessus, sur ces outils-là. Puisque voilà, si on a un taux d'échec autant, on va se dire quoi? Est-ce qu'on peut avoir confiance? Et c'en est toujours quelque chose que je me suis toujours posé, avoir confiance dans les outils. Est-ce que c'est une bonne idée? Ça, c'est une vraie question. Je pense qu'il faut déjà leur laisser le temps. Faut leur laisser le temps, mais c'est comment on peut l'utiliser en ayant confiance dans un système qui, normalement, elle va faire tout seul, agentique. Donc, l'idée, c'est que ça fasse tout seul. Et qu'en même temps, la plupart du temps, il y a plein de problèmes. Un taux d'échec de 94%. C'est juste énorme. Alors, j'ai pas fait les tests moi-même. Je ne suis qu'en train de vulgariser ce que j'ai pu lire là-dessus. Mais c'est des questions à se poser. Alors, ce qui paraît Perplexity sort un peu, tire son épingle du jeu. Vous voyez ici, là, il y a des stats qui sont à noter. On voit que Perplexity, voilà, celui qui a le plus de réponses correctes ou complètement correctes. Donc, c'est à questionner ici. On voit que ChatGPT est pas loin et Perplexity 2, le Pro, est quand même vraiment plus haut placé. Mais vous voyez quand même, la marge, elle est encore loin. Bon, ChatGPT, clairement aussi. Ici, DeepSeek, on voit que c'est moins. Copilot, laissons tomber. Et Grok, on oublie complètement. Et Gemini, on oublie complètement. Selon ces personnes-là. Donc, c'est des tests qui ont été faits avec The Talk Center, qui a fait ces tests-là avec 200 avec des articles avec 20 publishers envoyés. Donc c'est à voir aussi ce que ça peut donner. C'est vraiment à questionner. Et moi, je me questionne vraiment dans ce système-là. Comment y aller avec intérêt? Comment présenter ça à nos clients quand on va dev? Est-ce qu'on va utiliser les IA agentic avec une API qui va fournir des erreurs? Comment on peut faire pour vérifier l'erreur qui a été fournie? Le reproposer à l'IA? Tout ce temps-là, c'est du temps où il n'y a pas la réponse pour l'utilisateur qui utilise notre outil. Ça va être vraiment des points où, en fait, niveau UX, ça va être costaud, en fait. Alors, il y a tout le système de streaming qui est en train d'arriver. Comment on peut streamer? Ouais, c'est cool, mais c'est peut-être pas la bonne question, en fait, à se poser. Donc, à voir. On va surveiller ça. On va surveiller. Ce qui va m'amener à un autre point qui est quasiment dans cette idée-là. Je l'ai lu sur programmationdéveloppée.com. C'est ce qu'on appelle le vibe coding. Alors, ça existe depuis hyper longtemps, en fait, le vibe coding. C'est pas du tout un mot, une idée à la mode, quoique c'est en train de devenir. Vous savez, depuis les débuts du dev, j'ai l'impression qu'il y a toujours deux camps. Il y a ceux qui font et ceux qui font pas. Ceux qui aiment et ceux qui aiment pas, etc. Ceux qui adorent PC, ceux qui adorent Linux, toujours le même combat. Et il y a ceux à côté qui sont sur Apple. Et toute cette question-là, elle est aussi sur le codage. Le codage, en fait, depuis avant même Stack Overflow, avant le site du zéro, avant tout ça, il y avait déjà cette idée de comment je peux faire pour écrire du code, alors que je ne sais pas totalement coder, alors que je ne sais pas tout, alors que j'ai pas envie de passer mon temps à tâtonner, et peut-être que y a des personnes qui ont trouvé des problèmes, corrigé des problèmes à ma place. Si vous connaissez, il y avait codesource.com il y a très très longtemps, de mes souvenirs, c'est l'ancêtre de site du zéro.
Et moi, en fait, c'est là où j'étais très très présent à écrire du code, à poster, à échanger. Même d'ailleurs, on m'a recruté grâce à codesource.com il y a très longtemps. Dimitri, si tu me regardes, un clin d'œil pour toi. C'est mon tout premier boss qui m'avait recruté. Et ben déjà là, on pouvait pomper du code en fait, hein. Déjà, pomper l'eau, c'était déjà là. Et puis après, Stack Overflow, c'est pareil. Pour moi, c'est de la vibe coding. Combien de personnes que j'ai pu avoir dans mon entreprise, ma première que j'ai eue, où on était une quinzaine, combien j'ai vu de devs qui ont pu prendre du code et le mettre sans réfléchir. C'est ce que j'appelle de la vibe coding. Ça fonctionne a priori, je sais pas trop si ça fonctionne. A priori, c'est bon. Je l'entends encore, hein, pas mal de devs que je rencontre, que je forme. Et c'est les personnes qui ne savent pas coder, n'est-ce pas, le vibe coding? Ouais, c'est cette idée-là, en fait. C'est de se dire que, ouais, tu y vas, tu testes, puis tu verras bien. Tu suis la vibe, quoi. Ça a l'air de fonctionner, donc, a priori, c'est que ça fonctionne. Et, a priori, au bout d'un moment, statistiquement, hein, de manière systémique, au bout d'un moment, ça va fonctionner. Voilà, c'est exactement ça. Si le code semble fonctionner et ne gère pas d'erreur apparente, pourquoi s'attarder sur son explication? Moi, en tant que dev, c'est dur, là. Là, je vais faire une syncope, là. Moi, personnellement, j'aime comprendre tout mon code. J'aime pas ne pas utiliser. Et c'est pour ça que l'IA est difficile pour moi, d'une certaine façon. C'est que j'arrive pas à comprendre derrière. Je vois comment ça fonctionne. Je suis allé voir, il y avait un schéma qui expliquait tout le système des tokens, de comment c'est orienté avec GPT, etc. Mais je le comprends pas foncièrement. Donc, j'accepte. C'est pour ça que j'accepte d'ailleurs beaucoup peut-être plus l'erreur. Je sais pas. Mais en tout cas, ça donne ça. Ça donne ce côté où le code semble fonctionner, donc c'est bon. Attention, hein. C'est pas parce que le code semble fonctionner que c'est bon. Et pour moi, c'est la pire des sources des erreurs sur des codes non performants, des codes bourrés de truffés de problèmes de sécurité, etc. Bref, je dis pas que je suis exemple là-dedans, hein, mais c'est des questions qui sont assez fortes à se poser. Et il y a aujourd'hui vraiment des devs qui s'engouffrent encore plus là-dedans. Encore plus là-dedans. C'est que, vas-y, je copie-colle, je copie-colle. En fait, en gros, c'est l'IA qui va coder pour moi, quoi. Et moi, je corrige, puis au bout d'un moment, au bout de X itérations, puisque à ce qui paraît, c'est comme ça qu'on devient bon en IA, c'est d'itérer, itérer, itérer. Ouais, je suis d'accord, hein, c'est cette idée-là. Eh bien, au bout d'un moment, ça va faire peut-être du code. Au bout d'un moment, ça va peut-être faire du code qui fonctionne. Mais on ne sait pas comment ça fonctionne. J'ai vu quand même pas mal de devs, hein, encore aujourd'hui. Moi, je les forme, ces devs, hein. Je les forme à leur expliquer ce que ça fait. Et c'est intéressant de savoir ce que ça fait, non? Mais après, il y en a me dire qui bah ouais, moi j'utilise Cursor aussi, hein, et c'est intéressant de voir comment ça peut générer certaines choses, mais moi j'aime bien aller regarder ce qui va se passer derrière, hein. C'est-à-dire que je vais aller regarder ce qui se passe, de pourquoi il a fait ce système-là à générer, est-ce que c'est OK, etc. Je vais le mettre, je vais le mettre dans une branche d'ailleurs, hein. Voilà, donc c'est à questionner, hein, c'est vraiment à questionner là-dessus. Et donc est-ce que cette vibe coding est bien? Je sais pas, hein. Je sais pas du tout. Bon, il y en a qui disent que quand tu conduis, tu sais pas tout ce qui se passe dans ta voiture. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je conduis et je fais confiance à mon système. C'est vrai que je suis pas capable totalement d'expliquer ce qui se passe de manière électronique dans ma voiture et pourtant j'utilise. A priori, quand j'appuie sur l'accélérateur, ça va fonctionner. C'est vrai. Et donc, on est peut-être en train d'arriver à ça. À un système qui, a priori, ça fonctionne. Mais bon, quand on sait les erreurs, hein. Donc voilà, ils appellent ça le codage vibratoire. Alors, cette traduction toute pourrie, le vibe coding, je ne l'appellerai pas comme ça, mais moi, c'est surfer sur la vague, hein. C'est du code, je surfe sur la vague pour moi. C'est du. Bref. J'ai une image d'une certaine personne en jaune, je sais pas si vous voyez, qui aime surfer aussi. Hein, parfois, les LLM peuvent ne pas corriger un bug, alors je contourne et je demande des changements au hasard, jusqu'à ce qu'ils disparaissent. C'est pas trop grave pour les projets du week-end, mais c'est tout de même assez amusant. Je construis un projet, mais c'est pas vraiment du codage. Je vois juste des choses, je dis des choses, j'exécute des choses, et je copie-colle des choses, ça fonctionne la plupart du temps. Au secours. Au secours. Personnellement, c'est pas comme ça que je vois le système, hein. Moi, en tout cas. Et voilà, est-ce qu'il faut vraiment aller vers là? Il y en a, hein, il y en a des vibe codeurs, hein, aujourd'hui de plus en plus, et je dirais qu'on est de plus en plus à vibe coder. Personnellement, moi, à chaque fois que je récupère le code qui est fourni, je regarde. Je regarde vraiment ce qui est fait. Alors, Simon Willinson, développeur de logiciels indépendant et chercheur en IA, a offert un point de vue nuancé. J'aime beaucoup le vibe coding, c'est une façon amusante de tester une idée, de prouver qu'elle peut fonctionner. Mais il y a des limites à ce que Willinson est prêt à faire. Il est évidemment risqué de se lancer dans le vibe coding à la base de bon, après, il faut payer. Et il y en a qui disent, je sais pas, j'ai envie de pleurer, en même temps d'en rire. Bon, c'est un vrai débat que je pourrais vous lancer, hein, qu'on pourrait se lancer. Est-ce qu'on va tous aller vers le vibe coding? Euh, Est-ce qu'on va arrêter de réfléchir aussi? Parce qu'en fait, vibe coding, c'est je réfléchis pas, quoi. Ça a l'air de fonctionner, ça fait à peu près ce que je veux, ouais, c'est bon. Bah non, essayons de comprendre pourquoi. Ça va du CSS jusqu'au langage que tu utilisais.
Tu penses quoi de Cursor à côté de GitHub Copilot devient bête par rapport à Cursor? Bah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair que quand tu regardes un Copilot comparé à un Cursor, après, c'est sûr que ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin, puis même l'utilisation dans Cursor est beaucoup plus agréable, tout est intégré, etc. C'est sûr que Copilot, je l'avais dit, hein, la news de la semaine dernière, il y a certaines personnes, c'est le patron de Salesforce qui est en train de l'appeler Clipper 2.0, quoi. Donc, il critique ça exprès, hein. C'est aussi pour titiller par rapport à ce que eux produisent du côté Salesforce, mais c'est vraiment à réfléchir. C'est vraiment à réfléchir. Bon, après, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est voir essayer de mettre en parallèle. Donc, il y a Copilot d'un côté, il y a Whisperer aussi, hein, de Amazon qui est bien. Je ferai des vidéos là-dessus très prochainement, d'ici 2 semaines à peu près, 2, 3 semaines. Et je ferai une comparaison aussi avec Cursor pour essayer de voir un peu tous ces liens. Voilà, là-dessus, je trouve ça intéressant. Donc, on a d'un côté des résultats catastrophiques de la Junting, on a de l'autre côté la vibe coding. Hey, est-ce que c'est bien de vibe coder? Bon, bah, questionner, hein, questionner. Vraiment. Moi, je reste ouvert à ça. Je surfe plutôt sur la réflexion de ce qu'on peut faire. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir aussi donc quelque chose qui peut interroger sur tout ça. Ça sera le dernier point d'aujourd'hui. C'est il y a voilà Gemma. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Gemma. Alors pourquoi j'en parle? Parce que nous en tant que dev, ça peut nous intéresser. S'il te plaît. Voilà, Gemma, le Most Capable Model que vous pouvez utiliser dans un SUP GPU ou TPU. Donc c'est sorti, vous voyez, le 12 mars dernier, donc il y a 6 jours. Presque une semaine. C'est pour ça que c'était pas dans le premier. Donc la capacité, en fait, hein, j'ai résumé un peu tout ça. Donc c'est un modèle d'intelligence artificielle ouvert léger. Il y a 4 tailles, hein, 4 milliards, 1 milliard, 4 milliards, 12 milliards et 27 milliards de paramètres. Suivant ça, ça va prendre plus ou moins de puissance, des besoins de puissance, etc. J'avais lu d'ailleurs, où j'avais vu une vidéo qui parlait d'un gars parlait du fait il avait tenté de le mettre... il avait tenté de mettre un Llama sur son PC, et puis son PC, il était en PLS, quoi. Et c'était... Voilà, donc voir jusqu'où ça peut aller. Gemma prend en charge plus de 140 langues et possède des capacités avancées de raisonnement textuel et visuel. Il y a 128 000 tokens, donc ça permet de faire une importante quantité d'informations. Je vous mets ça là, il n'y a pas besoin de... Voilà, ici, c'est équipé de Shield Gemma, qui est un classificateur d'images pour tout ce qui est filtrage d'images explicites, violentes, etc. Et donc, en fait, cette idée, c'est que on va pouvoir en fait l'utiliser dans nos PC. Donc, pourquoi pas avoir un serveur à nous, même un Raspberry Pi, pourquoi pas, ce sera questionné. Je sais pas, faudrait tester jusqu'à quel point il peut aller. Et de se dire, tiens, pourquoi pas le mettre sur ça. Alors moi, je dirais, on va peut-être aller un peu plus sur un PC un peu plus large quand même. Ça coûte combien? Ça, c'est la bonne question. On va aller regarder ça. Ça coûte combien? Ici, try, voilà, Google AI Studio. Ça, c'est une bonne question. Voilà, on va aller voir. From Hugging Face. On va aller voir. Ici, Gemma. On va aller voir ça. Multimodal. Bon, on va aller faire, tu sais quoi ils sont là, Google AI. Alors, try, oui, j'accepte. J'accepte. Je ne l'ai pas testé, hein. Je ne l'ai pas encore testé. Google AI, Google API. Attends, ça serait quand même. Gemma. En live. OpenWeight. Et Gemma AI. On va aller voir ça. Allez. Modèle. Gemma, persona. Modèle, mutation. Voilà. Google Cloud User can receive 300 credits. Ok. J'avais cru voir que il y avait une partie gratos. Open source. Donc il est open source, hein. Donc tu peux l'utiliser en tant qu'open source. Donc cette idée de pouvoir l'utiliser de ton côté. Donc c'est voilà, pouvoir l'installer sur ton PC a priori. Je vais le critiquer une nouvelle fois. Sur ce que je dis, si tu fais des recherches de ton côté, on va voir s'il n'y en a pas d'autres. Gemma.
OpenAI, voilà. Bah toi, regarde, j'étais allé. Ah, c'est vraiment open source, hein. Et tiens, il est là. Gemma 3. Ouais. Donc a priori, ça sera open source et a priori, on pourra l'utiliser. Et comme tu vois ici, on peut l'utiliser directement là. Donc faudra que je teste, hein. Faudra que je teste. Ça fera partie de mes to-do là-dessus et voir comment on peut l'intégrer avec notre dev. D'ailleurs, j'ai prévu de faire une vidéo sur prendre C Sharp, développer un bot Discord. Et ce bot, bah, ça existe déjà, hein. Mais moi j'ai envie de le faire de mon côté pour voir ce que ça peut donner avec la connexion avec ChatGPT ou d'autres IA, parce que vous avez dû voir, j'ai posté ou je vais poster, ça dépend où ça en est dans le pipe, hein. Ça va arriver très très bientôt, où en fait je suis en train de tester une IA, la connexion entre ChatGPT avec .NET. Et donc l'idée, bah, j'ai fait juste une console, mais faire une web API ou même faire un Discord bot et voir comment l'intégrer, bah, ça serait vraiment une bonne question à se poser. Et donc c'est prévu par la suite, comme découverte. Ok, et il y avait le dernier point. Il y avait le dernier point que je voulais vous montrer. Voilà. Alors, bah, c'est une vraie question aujourd'hui, la toute dernière, je pense, de cette session. Encore plein d'autres choses, mais après, je laisserai d'autres personnes comme Renaud Descodes hein, pour en TypeScript ou C Sharp. Là, je vais le faire en C Sharp. Je vais le faire en C Sharp à Discord. Une en C Sharp, je sais qu'on peut le faire pour l'avoir déjà testé. Et après, je sais qu'il y avait des limitations par rapport à la librairie qui était proposée .NET Discord. .NET Discord, .NET Discord bot. Voilà, il y a. Toi, ici, on peut. Et sinon, bah, je passerai en TypeScript Node.js. Alors oui, je voulais amener juste une petite parenthèse qui m'a fait rire. Vous l'avez peut-être vu hein, dans les news. J'ai demandé à Cursor. Cursor told me I should learn coding instead of asking it. Donc, Cursor, dans le cas hein, de cette personne-là, est arrivé à générer de dire que bah, ça serait peut-être mieux qu'il apprenne à coder la personne. Ça serait peut-être mieux, parce qu'en fait, il avait un gros paquet de code, hein, 750 à 800 lignes à retravailler. Et donc, to ensure you understand the system and can maintain it properly. Voilà, il lui dit, écoute, ça serait bien que tu apprennes la voix ici, pour bien tout comprendre et le maintenir proprement. Donc, je trouve ça intéressant, c'est que même le système d'IA génère statistiquement ce genre de choses. Donc, c'est assez sympa. Salut Gaëtan. Bah, avec grand plaisir. Bienvenue à toi sur le chat, hein. C'est cool. Ça va bien. Il y a Python aussi. Pourquoi ne pas essayer? Ouais, mais ça fait partie de mes to-do. Ça fait partie de mes to-do de partir sur Python. Mais j'ai du mal à rentrer dedans. Pourtant, c'est un to-do réel, hein. C'est un to-do réel. Mais tu sais, c'est des habitudes. Puis chaque langage évolue à son rythme. Donc si je me mets dans Python, ça pourrait être sympa de faire au moins les fondamentaux. Ouais. C'est prévu, c'est prévu. Déjà au mois de mars. Voilà, je trouve ça intéressant de se dire ça, c'est-à-dire que rien que cette question, hein, ça t'assure que tu comprennes bien tout. euh, et au moins, tu es capable de régénérer et de comprendre ce que tu fais. Bah ouais, moi, c'est ce que je maintiens encore aujourd'hui, hein. J'ai pas envie d'aller surfer sur la vibe coding. Si t'as envie de surfer sur la vibe coding, vas-y. Fais du no-code aussi, vas-y. Puis après, viens nous voir pour transformer tout ça en un système qui fonctionne. Pas de problème. Je vous rappelle qu'il y a des outils hein, qui sont capables de tout générer. Vous avez peut-être déjà testé ça avec Bolt, par exemple, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà testé la génération en Bolt. C'est assez sympa, hein. Il suffit de créer, vous demandez à ChatGPT de générer en fait un prompt assez costaud, hein, parce qu'il faut vraiment créer un bon prompt. Et bah, c'est comme pour Cursor en fait. Et après, bah, vous allez le proposer à Bolt. Ça vous génère vraiment un projet qui peut être vraiment bien fait. C'est une des questions à se poser. Derrière, là-dessus, on va parler d'un autre outil que vous avez peut-être entendu parler, qui est assez connu. Il s'appelle alors Claude. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Claude. Et on va finir par là. Quoi. J'ai encore un dernier point à ouvrir, c'est pour ouvrir le débat. C'est Claude. Ouais, Claude. Donc c'est ici, Journal du Net. Bon, c'est pas grave. Ici, oh, voilà, c'est que j'en ai deux. Nini. Hop, hop, hop. On va déjà aller voir celui-ci. Voilà, donc 33 centimes d'euros pour 1176 lignes de code.
Claude Code, l'outillage de génération de code ultime. Question à se poser. Question à se poser ici, c'est que, en fait, on va beaucoup plus loin que Copilot. En fait, Claude, l'idée, c'est qu'il nous assiste réellement. En fait, ça serait comme une personne qui nous assiste, donc un agent, qui sera à côté et qui va aller travailler sur tout ce qu'on fait. Capable de lire, de modifier les fichiers, capable de requêter, d'aller vérifier ce qu'on écrit, d'aller travailler sur les fichiers en cours. Et donc, il y a un agent de tooling qui est capable d'établir des tâches complexes. Bon, là, c'est la mode en ce moment, du côté dev. Ça va être pratique ou pas à voir. Donc, de la création à code d'analyse en passant par l'amélioration. Donc, on va pouvoir vraiment améliorer. Voilà, par exemple, on peut aller proposer... là, il propose une IA de créer un site web on-page à partir d'un CV. Donc, en utilisant le fichier CV dans le dossier. Donc, c'est en utilisant le fichier CV quand même. C'est un truc de dingue. Il prend le fichier PDF, il est capable de le lire. Et on lui propose, donc, développe une structure HTML, optimise les balises SEO, etc. Et il est capable de générer, en fait, un site qui est assez sympa. Regardez ce que ça donne en 3 minutes. Donc, en combien de temps, nous, on l'aurait fait? Voilà, c'est la question à se poser. Réalise une analyse approfondie, structurée de l'ensemble du code source de proche propose enfin des robots. Bon, voilà, on a ici des prompts qui sont super intéressants à travailler et qu'on va pouvoir voir. Et donc, ça va être vraiment intéressant. Et moi, je dis, même si en effet, ça fait des erreurs, toujours pareil, dans l'analyse, ça peut être intéressant. Et là, moi, j'aimerais bien voir ce que ça peut donner. Donc, à tester. À tester. Donc, c'est Claude Code. Je ne sais pas s'il y en a qui l'utilisent ici. Est-ce que vous avez déjà testé Claude Code? Voilà, Claude Code. Donc pour l'installation, c'est un npm install en -g. Ça nous propose d'avoir une CLI. Et donc après, à partir de là, Claude se base sur... donc vous voyez ici GitHub, on va pouvoir la voir. Vous avez donc l'install de Claude, ici. Vous allez pouvoir lancer Claude directement. Donc c'est une CLI. Et à partir de là, vous allez pouvoir voir... on peut lui poser des questions. On peut Claude commit. Voilà, il s'est committé pour nous. On va voir ce que ça donne. On peut fix issue across multi-file, donc ça c'est sympa. Fix the type error in the auth module. Et hop, c'est parti, il va le faire. Donc on va voir ce que ça peut donner. Jusqu'à quel point on peut le faire confiance. Jamais utilisé. J'utilise Claude Chat. D'accord, ok. Et t'en penses quoi de Claude Chat? Moi je l'ai pas encore utilisé, Claude. Dans le curseur, c'est vrai que moi je suis encore assez habitué avec ChatGPT, même si je commence à m'en délaisser. Voilà, on peut lancer les tests en debug, run test for the auth, blablabla. Bon, run test, en soi, on les a déjà les tests, nous, il suffit juste de faire lecture, donc en soi, on va voir ce que ça peut donner. On peut rajouter du code, mettre à jour des problèmes, fix the race condition in the worker queue, ça peut être intéressant. Voilà, on peut faire pas mal de choses, on peut même jusqu'à l'automatiser notre CI, si dit pourquoi pas. Donc tout ça est en train d'arriver, c'est les agents de tooling, et Claude Code est en train de le faire. Donc tout ça, ça va arriver aussi sur la chaîne. Jamais trop tester les outils directement intégrés dans l'IDE, je trouve ça un peu trop invasif. Je préfère poser une question à un agent pour avoir des explications sur un sujet, un conseil pour de l'énergie, écrire une fonction. Ouais, clairement. Ouais, je partage, c'est vrai que c'est difficile de passer le cap de je fais plus rien et je coordonne en fait. On devient le coordinateur. C'est ce qui est en train d'arriver. Tout dépend comment on veut se sentir dans la maîtrise. Après, pour moi, c'est jamais un ou en fait. On est en train de faire du et. Moi, c'est pas du ou je fais que ça ou je fais que mon code. Non, non, c'est un lien entre les deux. Et tant que ça devient très confortable et qu'en fait l'un n'empêche pas l'autre d'avancer, je trouve que c'est génial. C'est mon point de vue. Ok, pour mieux que ChatGPT, quoi. En tout cas, bien ton avis par rapport à ChatGPT. Ouais, je testerai. Je testerai ça. Moi, du côté curseur, c'est vrai que j'utilise pas tout le temps la génération complète. De toute façon, je ferai des démos là-dessus. Après, j'aimerais bien qu'il y ait le même système dans VS, vraiment, pour la partie dev, parce que moi, j'adore cet outil, en fait, pour la partie .NET, Backend et Blazor. Donc, c'est vrai que je n'ai pas envie de passer dans le curseur pour aller faire du .NET. Non, non, non. Non, j'y perdrais en confort et en debug. Ok, bon, on a presque fini cette news. On arrive doucement à la fin, là, ça fait 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure qu'on est ensemble. Il y a un dernier point que je voulais vous amener, c'est une vidéo que j'ai regardée qui est vraiment intéressante de mon point de vue. Alors la vidéo, elle est où? Si vous la connaissez, c'est Yann Lequin. Est-ce que vous connaissez Yann Lequin? Yann Lequin. Voilà, Yann Lequin qui est assez connu. Il parle pas mal d'IA. Il est directeur scientifique de l'IA chez Meta.
Donc bon, il y a des points méta, bon, mais par contre c'est un chercheur quand même qui a créé des choses du côté IA, hein. Un monsieur qui a pas mal d'expérience et il a été interviewé sur YouTube, je vous le mets là, voilà, chez Mathieu Stéphanie, si vous connaissez. Donc c'est un sujet qui était vraiment intéressant. Je vous invite à le regarder, celui-ci. Donc c'est le père fondateur du deep learning, Yann LeCun. Donc c'est vraiment une interrogation. Cette personne, c'est à but de vulgarisation, hein. On rentre pas dans très très précis, très technique. Il y a des zones un peu techniques qui sont intéressantes. Pour moi, en tout cas, j'ai appris des choses quand même aussi. Bon, on en apprend tous, hein. Mais ils sont pas rentrés dans les détails de détails. C'est vrai que j'aurais aimé moi aussi qu'ils rentrent dans les détails. Mais tout ça pour dire, selon Yann LeCun, de ce que j'ai compris de la vidéo, les LLM, c'est fini en fait pour lui. C'est fini. C'est pas que c'est fini, on arrête, hein. C'est pas ça du tout, hein. Prenez pas ce bout de vidéo et dire « Ah, Evan a dit que c'est fini ». Non, c'est pas ça. Il dit qu'il n'y a plus de recherche fondamentale sur les LLM. Aujourd'hui, c'est que de la recherche appliquée ou de l'utilisation de. Mais on n'est plus sur le LLM comme possible générateur, quoi, comme possible source pour faire l'IA générative absolue, hein. Ce grand sacré Graal. Il consent clairement qu'on a atteint les limites en fait de l'LM et qu'aujourd'hui c'est dépassé pour les chercheurs. Ils sont en train de s'orienter sur d'autres approches pour réussir à travailler sur une IA beaucoup plus intéressante, donc l'IA artificielle générale, hein, l'IAG. Pour lui, c'est clair net, ça ne sera pas la LLM, ça ne sera pas du tout la LLM, ou les LLM plutôt. Pas là, mais les LLM. Donc c'est intéressant d'aller voir. Je vous invite à aller écouter, hein, c'était passionnant à écouter. C'est un monsieur en plus qui vulgarise, je trouve vraiment très agréable à écouter. Une parole très calme, très posée, pas de volonté d'aller attaquer les autres et tout. Je trouve que c'est vraiment très très agréable. Et vous voyez, c'est écrit à peine là, hein. C'est déjà le passé, hein. Donc c'est ce point-là à se poser. Et il a quand même publié plus de 180 articles là-dessus, hein. La vidéo est en français. Ouais, la vidéo est en français. Bon, parce que ouais, Yann LeCun aussi, vu qu'il est chez Meta, il fait pas mal aussi de vidéos et de conférences en anglais. Et c'est tout posé, hein. Moi, je l'ai même mis en accélération parce que je trouvais que le rythme, alors je suis ok, hein, chacun son rythme, mais je trouvais que c'était vraiment posé, quoi. Donc j'ai mis un peu en accéléré, ça c'est mes habitudes, mais j'aime pas que c'est trop accéléré, mais là c'était vraiment posé. C'est bien, on a le temps de se poser dans son siège et écouter. Moi c'était en train de conduire, j'écoutais ça, c'était vraiment passionnant. Et il parle vraiment de comment on peut travailler sur l'IA aujourd'hui avec les défauts en fait des LLM, hein. Et il les reconnaît lui-même, hein, il le reconnaît. Et de comment on peut maintenant construire avec différentes parties. Il parle de... Voilà, je spoil pas plus, mais c'est... Le lien, bien sûr, bien sûr. Ici, je te le mets là. Hop, et je le mets aussi sur YouTube pour les personnes qui regardent du côté YouTube. Voilà, je vous invite à regarder, c'est intéressant. Moi, je vais continuer à regarder ces vidéos. Et je trouve que c'est sympa de prendre un peu de recul sur les LLM. Pour moi, on est en train d'arriver à la fin de la hype des LLM. C'est ce que j'avais ressenti. C'est en train, ça y est, on commence à dire des critiques et tout. Avec plaisir. Et on arrive... salut! Et on arrive à essayer de passer à autre chose. Alors, vu que ça s'accélère tout ça, clairement, ça ne sera pas dans 10 ans, quoi. Mon avis, ça c'est mon ressenti, ça va s'accélérer. Donc, c'est peut-être dans 1 ou 2 ans. On parle d'agenting maintenant, comment on peut aller plus loin, est-ce que c'est les LLM qui vont permettre ça, qu'est-ce qu'il faut penser pour aller plus loin. Voilà, je vous laisse écouter. Il retrace un peu aussi ce que c'est le machine learning, ce que c'est le deep learning, ce que c'est l'IA supervisée, non supervisée. Vraiment intéressant, vraiment intéressant. Et voilà, je voulais amener ce débat-là, cette ouverture. Parce que nous, en tant que dev, comment on peut utiliser et aussi comment on peut développer avec ces outils-là. Est-ce que c'est des LLM qu'on va proposer en fait à nos clients à intégrer dans leurs outils? C'est la vraie question. J'avais dit, hein, je connais une entreprise qui est basée à Nantes, hein, qui en plus est un copain, le patron. Il utilise le machine learning, le ML.NET, hein, le machine learning de .NET. Donc c'est machine learning, donc vous voyez, c'est pas du tout la même approche que les LLM. Donc c'est aussi vers où on va. Deep learning aussi, donc comment on peut intégrer tout ça. Il parlait des difficultés en fait par rapport aussi à l'intégration de comment créer une IA avec la 3D, hein, le monde 3D. Et que en fait le texte ça permet pas de comprendre le monde entièrement. Donc on pourra jamais avoir une IA généralisée selon lui tant qu'on n'intègre pas le monde 3D, le monde qu'on ressent, ces sensations-là.
Alors qu'à ce qui paraît, il y a certains philosophes qui pensent qu'au contraire, que c'est que via le texte qu'on peut comprendre le monde. Moi, je pense que pas du tout, en fait. Je pense que c'est quoi, 10-15% de ce qu'on ressent. Et ça serait dommage de s'arrêter à la langue. Voilà, ça amène la fin de cette session. On pourrait débattre pendant des heures. Mais je vous invite à aller regarder cette vidéo si vous avez du temps. 1h50 quand même d'échange. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Demain, il y a une autre vidéo que je vais faire demain qui va être autour de... là, de code. Hein, on va faire du code. On va aller développer. On va développer autour d'Angular. On va aller continuer toute la partie découverte des ressources. Donc, on a vu les ressources, on a vu RX ressources et on va voir HTTP ressources. Et donc, je vais faire une vidéo complète là-dessus. Et si j'ai le temps, je ferai un live. Donc là, c'est une vidéo que je vais faire à côté qui va sortir très bientôt. Et si j'ai le temps, je ferai un live aussi sur le développement de notre outil de prestation pour les prestations de formation là. Voilà, pour continuer sur la partie Angular. Merci beaucoup de m'avoir suivi, merci d'avoir été présent, merci d'avoir échangé, c'est cool, ça fait plaisir. Au plaisir, on se retrouve la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, je vais être en formation toute la semaine quasiment, donc je vais venir plus tard, ça ne sera pas dans la journée. Je vais essayer de venir après ma formation, donc je serai là vers 18h normalement, de 18 à 19h. Je vous tiens au courant dès que je serai là, parce qu'il y a les bouchons, tout ça, mais je serai là, je serai là. Ça sera soit mardi, soit mercredi aussi. Ciao! Bon après-midi, d'ici là, restez curieux, restez curieuse et codez bien. Ciao, ciao!